Prise de guerre, Monsieur Pelletier chez les Républicains, Monsieur Rivière au Rassemblement national. Tout récemment, ces dernières heures, Damien Rieu, peu connu du grand public, mais très influent sur les réseaux sociaux, et réputé proche de Marion Maréchal. Évidemment, Marion Maréchal, ce serait le grand symbole. Est-ce qu'elle est prête à franchir le Rubicon vers vous ? Il faut lui demander. Marion est une amie de longue date. Évidemment, nous sommes en contact régulier. Maintenant, on verra bien ce qu'elle fera pour cette présidentielle. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'elle hésite ? Ce que je veux dire, non, mais ça, il faut lui demander. Ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, vous avez cité vous-même Guillaume Pelletier, LR, Jérôme Rivière, Rassemblement national, président du groupe des députés européens au Rassemblement national, Damien Rieu, qui travaillait aussi au Rassemblement national. Vous voyez bien que c'est exactement ce que j'incarne, c'est-à-dire l'union des droites. L'union des droites, du RN jusqu'à LR, l'union des droites que Marine Le Pen ne peut pas faire car les électeurs de LR ne veulent pas voter pour elle. Et l'union des droites... Dans le passé, beaucoup de républicains passaient chez elle, parfois plus connus que cela. Oui, quelques-uns, vous avez raison. Mais si vous voulez, j'ai pas fini ma démonstration. L'union des droites que Mme Pécresse ne veut pas faire car elle est dans la logique chiracienne du cordon sanitaire avec les électeurs du Rassemblement national. Donc je suis au milieu et moi, je peux faire le grand rassemblement du peuple de droite que nous attendons depuis 40 ans, depuis que François Mitterrand, avec son génie tactique, a divisé l'électorat de droite et a donné une injonction à la droite que la gauche appelle généreusement républicaine. Voilà, elle est généreuse avec elle. Elle lui dit, vous êtes républicain, c'est bien. Et puis les autres, ils ne sont pas républicains, ils n'ont pas le droit d'être alliés à vous. Pardon, si on entre dans votre argument, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas peut-être en train de réussir le même coup avec vous, c'est-à-dire que vous et Marine Le Pen, vous allez prendre autant de voix qui ne sont pas Valérie Pécresse, et donc l'empêcher d'être au second tour, et donc de vaincre Emmanuel Macron? Elle serait la mieux placée. D'abord, vous remarquez que Valérie Pécresse n'est pas plus en mesure de battre Emmanuel Macron que nous. Elle est quand même plus au centre, on aura plus de facilité à rassembler. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Mais non, ça c'est une vision, pardonnez-moi, archaïque. Vous avez une vision de la campagne de 1988 avec François Mitterrand. Mais c'est fini ce temps-là. Et puis, même si elle pouvait gagner pour quoi faire? Pour refaire Macron? Valérie Pécresse, c'est Macron. C'est la même chose. Est-ce que vous y croyez vous-même aujourd'hui dans une entreprise? Attendez, laissez-moi démontrer. Oui, parenthèse. Si quelqu'un vient dire « je suis pour Éric Zemmour », vous savez très bien que cela marginalisera davantage que s'il dit « je suis LR » ou « je suis pour Valérie Pécresse ». En termes d'acceptation sociale, c'est pas du tout la même chose, vous le savez bien. Il y a une pression médiatico-politique. Oui, appelez-la comme vous voulez, social, l'air du temps, mais c'est un fait. Donc c'est pas l'air du temps, c'est une pression idéologique. Parce que la gauche a gardé son hégémonie culturelle. Mais je vous dis, Valérie Pécresse face à Emmanuel Macron, ça sera bonnet blanc et blanc bonnet. C'est exactement la même sociologie, la même vision du monde, donc de la dans France, le secret de des l'Europe. urnes, vous avez vos chances, c'est ce que vous dites. Non mais c'est pas une question de chance, c'est qu'une question... Qu'est-ce que veulent les électeurs? Est-ce qu'ils veulent une autre politique, une vraie rupture? Une vraie rupture. Et dans ce cas-là, il n'y a que moi. Ou est-ce qu'ils veulent la même politique que M. Macron, avec des fioritures différentes? Et là, il faut qu'ils votent pour Mme Pécresse. On fera votre portrait à la fin avec une archive de 95, tout à fait intéressante. Et déjà, vous parlez de rupture. Avant d'en arriver là, vous invoquiez les mannes de Jacques Chirac, les emmerdes volent en escadrille. Effectivement, pour vous, ces derniers temps, la condamnation sur les mineurs isolés, l'audience Pétain, l'histoire des enfants handicapés, on va pas rouvrir chacun de ces dossiers qui ont déjà été largement traités, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une phase difficile, entre autres par votre faute? Quelle est la part que vous prenez? Écoutez, je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a tout ça. La faute à qui? Je vais vous expliquer. Je pense que je suis le seul candidat, je l'ai dit, de rupture, et donc le seul candidat qui fait effectivement peur au système. Et je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a une coalition des juges, des médias, de la classe politique unanime, de Marine Le Pen à Fabien Roussel. Je suis frappé, qui utilise les mêmes éléments de langage. Ça vous a fait peur? Non, je ne suis pas étonné.
Je pense depuis Pour la longtemps qu'il y première a fois, une... pardon, les enfants handicapés, vous avez ramé parce que vous avez plusieurs fois vous êtes justifié alors que d'habitude la marque de fabrique Zemmour c'était j'assume tout. Non, mais j'assume simplement là, si vous voulez, on a pris une phrase de ce que j'ai dit et qu'elle a été déformée et elle a été interprétée de façon à me faire passer pour un monstre. Vous m'excuserez, j'ai le droit quand même de me justifier sur ce plan. Quand on me fait passer pour un homme qui n'a pas d'âme ni de cœur et qui veut éliminer les enfants handicapés, excusez-moi, j'ai le droit de me justifier. C'est absolument indigne ce qu'on m'a fait. On va pas refaire tout ce procès, c'est un procès infâme qu'on m'a fait. Vous avez mentionné l'âme, le cœur et l'esprit. L'image qu'on donne, on en est forcément un peu responsable. Il y a cette fameuse phrase de Ray sur Mazarin, il avait beaucoup d'esprit mais il n'avait pas d'âme. Vous savez que c'est l'image que vous dégagez auprès de beaucoup de gens, intelligents, certainement, hommes à paradoxe, mais durs, évidemment, certains pensent même méchants. Est-ce que ce déficit est rattrapable? Vous savez, d'abord, je pense que il y a un enjeu qui nous dépasse, c'est-à-dire un enjeu qui est la France. Et moi, je veux bien qu'on fasse de la communication, je veux bien qu'on fasse de l'image. C'est ce que font tous nos politiques depuis 40 ans. Je ne répète, je ne suis pas un politique professionnel. Donc, évidemment, je n'ai pas de communicant et je ne fais pas de politique de l'image. Moi, je pense que nous sommes en grand danger et donc il faut une main ferme pour tenir le pouvoir et pour imposer des choses qui ne sont pas faciles à imposer et auxquelles tous les politiques que vous avez cités, tous les autres candidats, rechignent à faire. Parce que justement, ils ne veulent pas apparaître comme durs, méchants. Vous mentionniez, en parlez vous-même avec vous du procès concernant Pétain, vos propos sur Pétain. Là, ce n'est pas une mesure du moment. Ce sont des propos que vous avez tenus sur Pétain qui aurait sauvé des Juifs. Est-ce que vous, à la lumière de ce qui se passe ces dernières heures, est-ce que vous le regrettez? Mais non, écoutez, vous diriez la même chose. J'étais un écrivain, un essayiste, un journaliste. Je participais au débat intellectuel, au débat donc historique. Je maintiens ma position d'ailleurs. Vous parlez à l'imparfait, ça veut dire quand même qu'il y a un changement. Mais là, je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc je n'ai pas le même rôle, je n'ai pas la même position dans l'espace public et au sein de la population. Donc ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas... Pétain n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Le général de Gaulle non plus. Il faut arrêter avec ça. Donc j'ai participé à une querelle historique. Vous savez, cette histoire de Pétain, du régime de Pétain, du Vichy, avec les Juifs français, c'est une querelle historique depuis 1945. J'ai le droit de participer à cette querelle. Mais pardon, Éric Zemmour, ça n'influe absolument pas sur ma candidature. Vous comprenez? On essaye. Certainement, Éric Zemmour. Attendez, vous avez compris... On ne peut pas ici, en 30 secondes, refaire tout le débat historique. Mais vous avez compris pourquoi on essaye de me mettre ça comme grelot. Pourquoi, comme par hasard, les juges refusent de déporter mon procès alors qu'ils ont accepté pour Anne Hidalgo 2 jours plus tôt. Reporter. Certains diront lapsus. Non, déporter, on dit déporter un procès. Au-delà du lapsus, donc Éric Zemmour, il n'y a pas de lapsus. Vous savez combien des gens sont choqués. On va pas là en 20 secondes faire un cours d'histoire, mais Pétain, des policiers français, pardon. On ne va pas refaire qui arrêtent des résistants, qui arrêtent des juifs. Vous savez très bien que c'est une blessure sans fin. On ne va pas... Ben oui, mais justement, on a le droit de participer à des débats historiques. On a le droit. Tout citoyen a le droit, et moi, j'ai le droit autant que les autres. Donc maintenant, cette affaire est réglée. J'ai pas réglé, puisqu'il y aura un procès. Non, j'invite, oui, mais j'ai été... Je vous rappelle qu'en première instance, je n'ai pas été condamné. Oui, attendons la fin. Quand même. Attendons la fin. Ah oui, non mais d'accord, attendons la fin. Mais comme par hasard, quand je suis condamné pour d'autres affaires en première instance, la personne n'attend la fin. Donc, je vous dis... on attend les fins, on est d'accord. Je vous le dis, cette histoire n'a rien à voir avec la présidentielle. On essaye de me la mettre, et vous savez pourquoi? Parce que sur le thème que j'aborde, sur le thème fondamental que j'aborde, la question de l'identité de la France, la question de l'avenir de la France, les Français sont d'accord avec moi. Et donc on veut leur faire peur en lui disant « Oh là là, il va ressusciter Pétain ». Un mot là-dessus. On parlera de votre caractère dans une deuxième partie. Est-ce que quand même ça ne dit pas quelque chose de votre caractère, le goût du paradoxe, y compris quand il choque? On peut dire plein de choses historiques. Pardon.
On peut dire que Göring était un grand aviateur de la Première Guerre. On peut dire que le NKVD s'est comporté de manière courageuse contre les Allemands pendant la guerre. Mais vous savez très bien que c'est une partie tellement petite des choses qui choquent parce qu'elle est faussée. Est-ce qu'il n'y a pas un goût chez vous de choquer, de heurter, de blesser même? Pas du tout. Il n'y a aucun goût ni de choquer, ni encore moins de blesser. Je ne tiens pas du tout à blesser. J'aime la disputation politique. Je pense que la démocratie, c'est l'échange politique et l'échange et même le clivage. Excusez-moi, moi je ne tiens pas à emmerder les Français, je tiens simplement à débattre avec eux et à débattre avec mes rivaux. J'aime le débat politique, j'aime le débat intellectuel. Je ne vois pas ce qu'il y a ni de mesquin, ni de médiocre, ni de méchant là-dedans. Vous parliez d'aujourd'hui. Parlons d'aujourd'hui. L'immigration, déplacement dans les Alpes-Maritimes. L'immigration, évidemment, c'est un des cœurs de votre projet. Très concrètement, vous entrez à l'Élysée, vous le disiez tout à l'heure, vous y voyez. Bon. 24 avril. La première mesure très précise qui ferait que le cours de l'immigration changerait, que vous prenez, quelle est-elle? Il y en a plusieurs. La première. Vous savez, aujourd'hui, l'immigration est largement une immigration de peuplement. C'est-à-dire que ce n'est pas une immigration de travail. L'immigration de travail représente 14% des entrées légales sur les 275 000 entrées légales, sans compter les droits d'asile qui sont à 130 ou 140 000, et dont, même si on en déboute les trois quarts, en fait, ils ne partent jamais. Donc ça fait à peu près 350 000, 400 000 immigrés légaux tous les ans. Vous savez que beaucoup contestent ces chiffres, disent 200 000 par an, mais enfin, ce sont des chiffres officiels. 200 000, c'est quand même une hausse, on est d'accord. On peut discuter à l'infini. Mais je vous assure que les chiffres que je donne sont des chiffres officiels. On peut contester le taux de droit d'asile, etc. Mais avec je vous les assure, départs, beaucoup disent 200 000. Mais enfin, non, on va c'est pas vrai. Mais bon, en tout cas, il y a une hausse. C'est pas eux qui partent, c'est les Français qui s'exilent. Voilà. Mais bon, c'est pas pareil. Ouais. Donc, il y a un solde migratoire de toute façon. Énorme. Voilà. Et donc, ça fait à peu près, pour moi, 2 millions sur les 5 ans de M. Macron. C'était la même chose auparavant. Si on regarde des autres chiffres, c'est 1 million. Mais c'est des chiffres fois, énormes. Il y a une hausse. C'est des chiffres énormes. Les gens, de toute façon, le voient. Mais quelle est la vraie mesure qui permet de changer ce cours? La vraie mesure, c'est simple. C'est plusieurs. C'est d'abord arrêter le regroupement familial. 90 000 par an. Puis réduire de beaucoup les étudiants étrangers, extra-communautaires. 90 000 par an. Puis le droit d'asile. 130 000, 140 000 par an. Je veux que, le droit d'asile, on le fasse des demandes à l'extérieur du pays, dans les consulats français, à l'extérieur, dans leur pays. Et deuxièmement, je préviens d'avance, il n'y en aura que très peu qui seront acceptés. Pardon, et encore une fois, certains chiffres, de toute façon, les clandestins, ça n'est même pas vérifiable. Personne ne sait exactement combien ils sont. J'ai même pas parlé des clandestins, vous savez. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que nous avons besoin de cette migration? Regardons ensemble un graphique, il est très parlant, c'est les confrères et consoeurs d'AFP Factuel qui l'avaient fait. C'est européen. Alors, il y a un peu plus de natalité en France, mais enfin, le fait est, on voit bien que le solde migratoire fait que si l'Europe va son cours normalement sans la migration, l'accroissement naturel, elle est en baisse. Et vous savez très bien, ça heurte là aussi une partie de l'opinion, mais une autre opinion, ce qu'ont fait les Allemands. On prend, 2015, 1 million de migrants, avec une espèce de pragmatisme un peu luthérien en disant on en a besoin. On en a besoin, que ça plaise ou non, pour payer nos retraites plus tard. Et c'est comme ça que marchera le monde. Très bien. Que dire à ça? Alors, d'abord, il faut dire que quand vous avez dit en France, il y a un peu plus de population, vous avez raison, mais c'est largement dû à l'immigration. Vous savez qu'aujourd'hui... donc le phénomène est le même. Absolument. Que les étrangers représentent... les immigrés représentent 10% de la population et qu'elles représentent 30% des naissances. Les femmes maghrébines, algériennes, tunisiennes, turques font en moyenne 3,6 enfants mais par pardon, femme. certains patrons allemands vous diront tant mais laissez-moi finir. Mieux, ça fait des gens qui payent les retraites, ça fait des consommateurs, ça fait des travailleurs. Pour l'instant, on paye leurs retraites. Et pour l'instant, on paye les écoles dans les enfants et accessoirement les prisons où ils sont surreprésentés. Sans compter tous les frais, je parlais des mineurs isolés, je parlais, etc. Les hôpitaux, etc. C'est colossal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Faire plus d'enfants? Non, ça se fait pas. On peut faire. Attendez. Oui. Attendez. J'attends. D'abord, moi je dis que il faut arrêter les flux. Premièrement, même si notre natalité est en baisse. Donc vous assumez le fait que la décroissance démographique n'est pas un problème pour une puissance. D'abord, vous avez remarqué les courbes que vous montrez prouvent bien que le grand remplacement existe.
C'est-à-dire que l'accroissement naturel n'est plus que le fait une de évolution l'immigration démographique. Grand remplacement, un peu un autre sens. Mais vous savez, c'est l'idée le grand remplacement, ça veut dire qu'un peuple remplace un autre. C'est l'idée qu'il y a un complot mondial pour changer les populations. Non, cher ami, non. Alors si c'est simplement dire qu'il y a une évolution démographique, oui, elle est là. Alors voilà, ça s'appelle un grand remplacement. Pour moi, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot, il y a des gens qui le veulent, c'est pas un complot. Ils ont le droit d'avoir une idéologie différente de la mienne. Non, à ce compte-là, Éric Zemmour, le juif polonais ou roumain qui venait en France en 1930, c'était déjà du grand remplacement. Non, pourquoi? Si vous voulez, à l'époque, d'abord, l'échelle n'est pas la même. Oui, mais la natalité n'était pas la même dans le même sens. Il n'y avait pas 2 milliards. Il y avait moins besoin de migrants. C'est pas vrai. Les Français après la guerre de 14, tout le 19e siècle, les Français ne font plus d'enfants. Ouais. Tout le 19e siècle. Et l'ancienne Chine de l'Europe, comme on appelait la France jusqu'au 18e siècle, est devenue une terre qui ne fait plus d'enfants. D'où tous nos problèmes face à l'Allemagne, qui elle faisait beaucoup d'enfants. Donc c'est pas vrai. Mais simplement, vous savez, il faut voir l'échelle. Aujourd'hui, l'Afrique est à 1,5 milliard d'habitants, bientôt 2 milliards, bientôt 2,5 milliards. Donc, si vous voulez, l'ampleur des migrations n'a rien à voir avec l'immigration d'aujourd'hui. Je vous donne un seul exemple. Je donnais toujours l'exemple des Italiens. Est-ce que c'est un problème, et surtout, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre cela? Mais quand vous dites ça, un Édouard Philippe ne nie pas ça. Il dit sur l'ampleur démographique, Kinshasa sera la première ville francophone du monde. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Est-ce que c'est un problème? Je crois que faire disparaître le peuple français est un problème, oui. Je pense que transformer la France en un pays africain, c'est un problème. S'intègre. Regardez je reviens à mon exemple du patron allemand qui dit le Syrien qui est arrivé en 2015, qui s'est installé, qui fait des enfants. Pas tous, je ne dis pas que certaines choses se sont très mal passées en Allemagne. Il y a eu de graves problèmes, notamment à Cologne. Je vais vous dire, si vous voulez qu'on parle de l'Allemagne, on va en parler. Voilà, l'évolution démographique, est-ce qu'elle n'est pas, inéluctable? Excusez-moi. D'abord, l'Allemagne a pris beaucoup plus d'Européens qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. En vérité, les premiers immigrés par nationalité en Allemagne, ce sont les Polonais et les Tchèques et les Roumains. Ce ne sont pas les Syriens. Deuxièmement, libre à eux, libre aux Allemands de se faire remplacer. Moi, je ne suis pas candidat au poste de chancelier allemand. Je suis candidat au poste de président de la République française. Mais pour ça, vous devrez défendre les intérêts de la France. Et vous savez que ça n'est pas un monde de bisounours. Les Allemands sont très contents d'avoir une population de plus de 80 millions, pendant que les Français sont toujours en dessous de 70 millions. Grand bien leur face. Grand bien leur face, leur économie ne s'en portera que mieux. On ne va pas faire la guerre avec les Allemands. Ok. Donc on n'est plus au temps où Napoléon disait « Dieu aime les gros bataillons ». Voilà. En économie, oui. Vous savez très bien. Une puissance qui décroît démographiquement, c'est un problème. Non, mais les Japonais se débrouillent remarquablement alors qu'ils ont une population qui décroît. On ne parle pas du Japon ici, on parle d'une puissance nucléaire. Mais on parle aussi d'une puissance économique qui est supérieure même à l'Allemagne, le Japon. Donc, vous assumez de décroître démographiquement? J'assume tout à fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas proposer une politique familiale pour relancer la démographie française. Je propose par exemple... Mais le fait de 3 enfants et plus, vous savez que c'est très compliqué. Mais laissez-moi répondre, si vous m'interrompez tout le temps, on ne peut pas parler. Je propose par exemple de rétablir la politique familiale telle qu'elle existait auparavant. Par exemple, ne plus en faire un critère avec les critères de revenus, comme l'a fait M. Hollande. Deuxièmement, je propose de doubler le quotient familial. Donc, effectivement, il faut encourager la natalité française. Maintenant, et je propose de supprimer les allocations familiales aux étrangers, de les réserver aux Français. Et je propose de supprimer le droit du sol pour qu'on ne me dise pas que leurs enfants seront français. Donc, je ne crois pas à l'inéluctable. Par quel miracle la famille française, dans votre esprit, installée depuis plusieurs générations, fera tout à coup davantage d'enfants? Vous savez très bien, ça plaise ou que ça déplaise pas. Quand vous demandez aux gens, ils veulent tous 3 enfants. Et ils n'en font que 1 ou 2. Donc ça veut dire que c'est une question d'argent. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Nous les aidons, pas que. Dans le monde entier, les classes moyennes, les Chinois, même les Chinois, ça commence à baisser. Vous avez raison, pas que. Mais de toute façon, je vais vous dire, j'assume tout. Pour moi, le danger vital, c'est le remplacement d'une population par une autre et d'une civilisation par une autre. Parce que vous avez beau parler d'intégration, aujourd'hui, elle ne se fait plus qu'à pas compter et il n'y a plus surtout d'assimilation. Une archive. Pour les assimiler d'ailleurs, je leur tends les mains. Je vous l'ai déjà dit. Vous l'avez dit. Donc le reste, c'est je ne veux pas que la France devienne le Liban.
Et nous y allons tout droit. Une archive étonnante, je crois que vous m'avez dit que vous ne la connaissez pas, ce qui m'a étonné parce qu'elle est tout à fait parlante, intéressante. On peut la tourner dans tous les sens d'ailleurs. C'est François Mitterrand, 87 à la Sorbonne, qui parle des vagues de migration de manière saisissante. Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italien, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes.